Nous sommes le vendredi 17 octobre 2014. On est autour de 23 heures. Et je voudrais vous parler du silence. Ou plus exactement, de la béance du silence. Du vide du silence, de la vacance que constitue le silence. Et de cette espèce de besoin irrépressible de certaines personnes de combler ou de remplir le silence par des mots, par du bruit, par du bavardage. Il y a énormément de gens qui ne respectent pas le silence. Il y a énormément de gens qui se comportent comme si, parce qu'on est silencieux, il ne se passe rien dans notre tête. Et donc, par conséquent, nous sommes comme des animaux, et en quelque sorte, si on peut dire, et qu'on peut se permettre de parler à voix haute devant nous, sans aucun problème, sans aucun respect, sans aucun souci. Nous sommes en 2014, et force de constater que ce comportement qu'on pourrait qualifier d'incivique est extrêmement répandu. Et il est même exacerbé par, bien évidemment, le mobile qui permet de parler à un autre qui n'est pas là, mais c'est également une façon de rupture, de rompre le silence. Et même, je prends le cas des concerts, je sais pas si j'en ai déjà parlé, il y a des gens qui bavassent, qui parlent jusqu'à la dernière seconde où le concert va commencer. Je ne parle même pas ici des gens qui mangent du popcorn au cinéma, j'en ai déjà parlé. Mais je parle surtout de cette parole. Parce que ce qui s'oppose au silence, c'est la parole. C'est pas le bruit du popcorn. Parce qu'après tout, bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'obscénité de manger en public. Ça reste un peu dans cet ordre-là, d'ailleurs. Bon, les gens se donnent en spectacle en mangeant et en faisant du bruit en mangeant. C'est insupportable. Mais c'est un autre sujet qui a déjà été abordé. Mais je n'accepte pas que l'on fasse du bruit en public. Alors là aussi, on pourrait se poser la question de savoir si le bavardage, la prise de parole, ne doit pas être aussi un acte, non pas solitaire, mais un acte, bien entendu, enfin, solitaire si on est effectivement en train de parler à quelqu'un qui est ailleurs, à travers un téléphone, oui, c'est un acte solitaire. Et à ce moment-là, il faudrait qu'il reste solitaire. Qu'on n'inflige pas à autrui ces petites considérations personnelles. Parfois, d'ailleurs, ça devient tout à fait aberrant. Nous avons maintenant une voisine africaine qui, l'autre jour, a perturbé un enregistrement que je faisais, et on écoutait des problèmes bancaires qu'elle avait, elle était dans le rouge, je sais pas quoi. C'est hallucinant. Alors, le plus drôle, c'est que elle sort de son magasin pour parler dans la rue, sous mes fenêtres. Bah, je suis au rez-de-chaussée. Donc les gens, ils veulent préserver leur intimité par rapport à l'endroit où ils sont, mais ils sortent, et en sortant, ben, ils se foutent complètement qu'on les écoute. Bon, il y a quelque chose, il y a une détérioration là qui est absolument invraisemblable, et je dois avouer que les femmes sont beaucoup plus enclines à ce genre de dérèglement. Et ça, c'est pour des raisons extrêmement anciennes, que j'ai déjà abordées dans des vidéos précédentes. Et j'ai fait là-dessus des hypothèses qui sont peut-être discutables, à savoir que quand on vit dans la pénombre, on a besoin de parler, et que la seule façon d'exister, c'est de faire du bruit et de parler. Et quand on ignore le feu, ce qui peut être le cas de certaines
forme d'humanité, eh bien, il y a un surinvestissement de la parole et du bruit et du son. Je ferme la parenthèse, ça fait des hypothèses concernant l'anthropologie et la paléontologie qui restent à baliser. De toute façon, peu importe. Le résultat est là, c'est que pour quelque raison que ce soit, les femmes ne respectent pas le silence. Je de même qu'elles sont aspirées du fait du silence, elles sont incitées du fait du silence à faire du bruit et à parler. Comme si le silence était, par définition, mortel. Or, moi je regrette, mais pour moi, le bruit, la parole de l'autre, même le chuchotement, parce que le chuchotement c'est encore pire parfois que la parole, c'est de bruissement comme ça, m'empêche de me concentrer. C'est-à-dire diminue de 50% au moins ma capacité de concentration. Le même texte que je vais lire, je ne le lirai pas avec la même puissance de réflexion s'il y a du bruit ou s'il n'y a pas de bruit. Et donc, il y a une détérioration de ma qualité de vie du fait de ce bruit. Alors évidemment, on peut, et je pense que c'est souhaitable, on n'a qu'à bouger, s'il y a du silence, on n'a qu'à aller ailleurs. Comme disait ma gouvernante, les plus gênés s'en vont. Et c'est vrai que dans bien des cas, c'est une possibilité qu'il faut accepter. Chaque fois que quelqu'un vous gêne par son bruit, il faut changer de place. Il faut changer de wagon, il faut aller à un autre bout du train. Il faut pas supporter cela. Alors bon, soit on peut effectivement aussi manifester son mécontentement en disant que, bon, si c'est un espace clos, de toute façon, là, il n'y a pas de problème. Si c'est un espace clos, mais j'entends bien, le silence verbal, ce n'est pas le silence musical. Je veux dire par là que la musique est beaucoup moins une nuisance que la parole. La musique a une universalité, et d'ailleurs même, je dirais que le discours philosophique est beaucoup moins une nuisance que des propos personnels. Il y a des degrés de nuisance, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. D'ailleurs, moi-même, quand j'entends des gens parler, je mets de la musique, carrément. J'allume mon mobile et puis je mets ma musique. Voilà. Et je la mets carrément, voilà. Et ça commence je pratique ça maintenant. C'est une façon de fonctionner. Pour couvrir le son, je mets et je pense que c'est beaucoup moins incivique que de parler, et de raconter sa vie, de raconter ses petits problèmes personnels qui n'intéressent personne. Et d'ailleurs, quand on fait des réflexions à ce sujet, les gens répondent ben, vous n'avez qu'à ne pas écouter, ce qui est une insolence insupportable. L'autre jour, je disais à quelqu'un qui faisait trop de bruit en mangeant, il me dit eh bien écoutez, je m'arrêterai quand j'aurai terminé. Donc voilà, mais je veux dire qu'il y a une agressivité, il y a une violence comportementale dans cette façon de se comporter, qui évidemment génère de la violence par réaction. C'est inévitable. À un moment donné, on se met en colère parce que l'autre se fout de votre gueule. C'est clair, je veux dire que c'est une évidence que c'est un cercle vicieux, ça dégénère. Bon. Comment ça va évoluer? Ben, je pense que ça va évoluer comme pour le tabagisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est presque une addiction le fait de parler. Ça doit se guérir, ça doit être considéré, voilà. Je ne peux pas m'empêcher de parler, de raconter ma vie en public, de m'exhiber, c'est l'exhibitionnisme. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, manger en public, c'est aussi une forme d'exhibitionnisme, comme je le disais dans une précédente vidéo. Les gens s'exhibent dans leur vie privée, dans les aspects les moins ragoûtants de leur vie. Ils les exposent par une sorte de masochisme, de sadomasochisme, parce que imposer à l'autre ces petits problèmes, c'est une forme de sadisme. Donc, il faudrait travailler là-dessus, n'est-ce pas? Je voudrais terminer sur ce point. J'en ai déjà parlé au niveau des petits garçons et des petites filles. Je pense que les petites filles, donc pas 2-3 ans, même pas, ont beaucoup plus une sorte de compulsion à parler, compulsion à utiliser des objets extérieurs, ce que j'appelle des manifestations radicales de l'altérité extérieure, alors que les petits garçons auraient plutôt tendance
à jouer avec leur propre corps, donc sans parler, parce qu'ils ne communiquent pas avec autrui. Parce que dès que je travaille avec quelqu'un d'autre, je parle. Si je communique avec moi-même, je ne parle pas. Là, c'est une parole silencieuse. Et le silence est quelque chose d'essentiel pour la réflexion, pour le cogito.